Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une analyse relativement rapide, j'étais pas devant les écrans aujourd'hui, donc du coup on va simplement aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des news, au niveau analyse technique bien évidemment, et puis également au niveau de la liquidité. C'est surtout ça je pense qui va être intéressant aujourd'hui. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord et surtout mettre un like, c'est important pour pousser ces vidéos vers le plus de viewers possible. On est là sur BTC face au dollar, toujours cette figure de retournement que vous voyez ici, hein, l'épaule tête-épaule inversée, on en parle depuis suffisamment longtemps. Elle a cassé ici. En général, une épaule tête-épaule inversée, elle va venir retester la ligne de coup à peu près une fois sur deux. Ici, donc est-ce que ça va réellement ici agir comme support si on y va? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Ça fait deux si, hein, bien évidemment. Ou alors est-ce qu'on va enfoncer et essayer, étant donné qu'on a délivré là relativement vite sur cette jambe-là, attaquer plus bas la jambe du mouvement. Personnellement, je serais plutôt dans l'idée qu'on va peut-être attaquer plus bas la jambe du mouvement, mais pour le moment, le prix s'est repris. Donc voilà, on va aller voir ça. Ce que je peux voir, moi, d'une manière générale, c'est quand même que sur la 4 heures, on a eu une forme de cassure de la structure ici et on n'arrive pas à rechanger de caractère dans l'autre sens. Donc là pour moi sur la 4 heures il y avait potentiellement un coup intéressant à jouer à peu près sur cette zone là, c'est-à-dire reshorter le top tout simplement, le fait qu'on n'arrive pas à clôturer une bougie 4 heures au-dessus de ce top. On va aller voir dans des timeframes plus petites ce que ça pourrait nous dire, mais voilà, en tout cas pour moi je reste baissier ici à ce stade. Quand on regarde la 1 heure, on voit que pour le moment, le prix ici n'arrive pas, comme je le disais, à clôturer au-dessus de ce niveau. Je vous parle souvent des pics et des vallées qui sont censés protéger la suite du mouvement en fait. Et ici, on a un pic qui a rejeté tout simplement dans une time frame plus petite. Alors là, en 1 heure déjà, on peut voir le niveau. Hein, c'est assez facile. Le niveau 1 heure, il est à peu près par ici. Hop, et vous voyez que là on mèche à peine dessus mais on se fait repousser. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous donner la suite d'un mouvement qui lui serait baissier? C'est ce qu'on va voir ici dans le futur. Je pense que j'ai pas regardé non plus ce que nous disait aujourd'hui le S&P et la session boursière. On va aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Pour le moment, donc on a eu une ouverture visiblement, ça c'est mardi, pardon, on va se mettre en 5 minutes pour y voir un petit peu mieux ce qui s'est passé. On a eu une ouverture en gap baissier ici, vous le voyez, ça c'était ce matin, vendredi là, et puis on n'a pas réussi à fermer ce gap. Donc est-ce que la session à Wall Street, elle est en train de se retourner pour aller chercher la fermeture du gap? Ça c'est une première question, ce qui voudrait dire que BTC va peut-être suivre, hein. En ce moment c'est pas forcément extrêmement corrélé. D'ailleurs, on va aller regarder un peu les chiffres de corrélation ensemble. On va faire ça comme ça. On va reprendre BTC. Comme ça. Et puis, on va ajouter un indicateur qui s'appelle Correlation with P-Value. Il doit être par là. Voilà. Et on va prendre le S&P. Alors là, évidemment. Mais peut-être que je l'ai déjà. On va voir ça. Ouais, non, BACC, oui, c'est ça. Alors, pourquoi il le prend pas? On va se mettre dans une time frame un peu plus grande. J'aimerais bien que ça s'affiche ici. Alors, on va l'enlever et le remettre. Désolé, hein. Correlation with P-Value, S&P. Alors, on voit sur une time frame 4 heures qu'il y a eu une décorrélation totale dans cette zone-là. En fait, si vous voulez, l'indicateur de corrélation ici il nous dit vert, on est corrélé, blanc, on est presque pas corrélé, et rouge, on est inversement corrélé, pardon. Donc du coup, on voit que dimanche, lundi, principalement en début de semaine, on était inversement corrélé. Et puis, on voit qu'on s'est recorrélé jusqu'à mercredi. Et là, en ce moment, on n'est pas vraiment corrélé. Hein, donc voilà, ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le S&P. Bien entendu, on aura ici quand même des zones de connivence, de convergence entre les deux. Mais à ce stade, on a une narration différente. Je le rappelle, on avait analysé ça. On va dire que Bitcoin est très sensible
au taux d'intérêt, c'est quelque chose vraiment sur lequel il a une sensibilité, mais il est moins sensible à tout ce qui est inflation. Et donc en l'occurrence ici, Bitcoin réagit bien en ce moment tout simplement parce que on a peut-être une chance que les taux d'intérêt pivotent. On va d'ailleurs aller voir les taux à 2 ans, voir ce qu'ils nous disent en ce moment. Mais à l'inverse, si vous voulez, Bitcoin est plutôt anti-inflationniste sur le fond. Donc du coup, comme c'est un asset, on va dire, à risque, eh bien il est très sensible justement à tout ce qui est narration autour des taux d'intérêt. Donc des taux d'intérêt, on va dire, qui remontent, les taux d'intérêt à 2 ans, et également, bien évidemment, les taux d'intérêt de la Fed, puisque les deux marchent ensemble. Des taux qui sont baissiers nous donneront plutôt un Bitcoin qui est haussier. Et là, vous voyez qu'en ce moment, là, on est en 1 heure, mais que les taux corrigent pas mal. Les taux à 2 ans. Et puis, voilà, sur la journée d'aujourd'hui, ils sont plutôt à la hausse. Donc, on aurait peut-être plutôt une corrélation inverse d'avec les taux d'intérêt, beaucoup plus qu'une corrélation positive d'avec le S&P. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve qu'en ce moment, ça fonctionne pas mal. Après, l'inversion de la courbe des taux, on en a beaucoup parlé aussi sur la chaîne. Vous voyez qu'on est en train d'arrêter cette inversion, c'est-à-dire que les taux à 2 ans baissent, donc du coup, la différence entre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans a tendance à se réduire. Tout ça est un indicateur de récession. Quand vous avez une inversion de la courbe des taux, ça veut dire que vous allez derrière, très probablement, avoir une récession. Et là, pour le moment, on est en train de refermer, entre guillemets, cette fenêtre. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de récession, puisqu'en général, ça se passe avant une récession, mais ça veut dire que en tout cas on revient dans des conditions peut-être plus bénéfiques pour BTC. Je regarde là en même temps le baril de brut. Pourquoi on regarde le baril de brut? Parce qu'en général, quand le baril de brut corrige, ça appelle également à une récession. C'est-à-dire que le pétrole va front-runner le marché, il va dire bon, il va y avoir moins, on va dire, moins de mouvements au niveau des biens et services, moins d'achats, etc. Donc du coup, et c'est pour ça que le marché d'une certaine manière est plutôt bien fait, ça nous dit tout simplement que si on a un pétrole qui corrige, le marché est lui-même en train de front-runner et de pricer une récession. Et là, on le voit plutôt pas mal sur le pétrole en ce moment, où vous voyez que on a un baril de Brent qui est plutôt à la descente. On a un indice gasoline aux États-Unis qui est plutôt à la stagnation. Probablement que parce qu'en fait l'indice gasoline avait énormément baissé aux États-Unis parce que ils avaient tapé dans les stocks, en fait les stocks stratégiques de pétrole. On avait inondé un petit peu le marché histoire de pas avoir trop de augmentation et donc de juguler un peu l'inflation, afin de prendre l'inflation à la gorge. Ici, attention, une potentielle structure de retournement également sur l'indice gasoline. On le voit là, on a ce creux-là qui visiblement ne veut pas être attaqué, et on a désormais placé un nouveau support dans ces zones-là. Bref, comme je le dis, et c'est vraiment ma vision des choses, mais je ne pense pas qu'un soft landing est possible. Cela dit, est-ce que Bitcoin va se comporter mal ou bien en période de récession? Pour le moment, on n'a pas de data pour backer ça. On ne sait pas réellement quelle est la data. Quand on revient sur les plus petites timeframes sur BTC, pour le moment, cette structure-là, c'est plutôt une structure d'achat. Vous voyez qu'on est en descente ici. Si on avait quelque chose qui doucement grappille vers le haut, je serais un petit peu comme ça d'ailleurs. Je serais peut-être un petit peu plus précis sur cette idée potentielle d'un short. Pour le moment, pour moi, la direction préférentielle, on la voit sur la structure. La structure reste plutôt haussière, on va dire, en 1 heure. Mais on a ici cette grosse mèche qui vient lui faire changer d'une certaine manière de caractère à la 1 heure. Donc du coup, il est tout à fait possible ici qu'on se fasse rejeter et que on vienne à minima, encore une fois, chercher les 25,2. Et comme vous le savez, moi j'ai plutôt des objectifs en dessous. J'ai pas pris ce short-là malheureusement, j'en avais pris un ici au moment où la Fed a annoncé ses taux, mais je me suis fait sortir en profit, mais ça arrive, voilà. J'ai pas pu prendre celui-là tout simplement parce que j'étais pas là. Mais pour moi, on va dire que l'intention reste assez une intention de retournement et de potentielle baisse. Cela dit, on peut très bien craquer au-dessus, continuer à grappiller comme ça, diverger pendant un certain temps. J'ai pas regardé ce que nous dit le RSI sur cette espèce de double top là. Oui, on est sur quelque chose d'à peu près égal. On va regarder en 4 heures. Oui, le prix descend, le RSI descend, c'est relativement normal. Voilà, on voit quand même que
le Cypher est pas joli, hein. En 4 heures, vous voyez ici toutes les divergences baissières qui s'accumulent. On a une VWAP qui vient juste de croiser le zéro. On était ici en haut d'un mouvement d'achat. Les mouvements d'achat se font de moins en moins intenses. Et on était en haut d'un mouvement d'achat. Et vous voyez qu'on a cette pastille de vente qui est confirmée désormais sur le dernier 4 heures. Et une VWAP qui vient de croiser le zéro. On est peut-être potentiellement à la fin, je ne sais pas si vous voyez bien le money flow ici. Ça, est-ce que l'argent rentre ou sort du projet? Ici, on a de l'argent qui sort du projet et ici, on avait de l'argent qui rentrait. Et est-ce qu'on n'est pas sur une courbe descendante également sur le money flow, c'est-à-dire, encore une fois, au début d'une baisse plus importante et peut-être d'une vague de vente comme on avait eu sur cette vague-là qui correspond finalement, je pense, en 4 heures. Pardon. Qui correspond en 4 heures au plus bas qu'on avait fait autour des 20 000. Donc voilà, pour moi, on est peut-être au début plutôt de quelque chose comme ça que d'une forte hausse, mais bien entendu, c'est pour ça qu'il y a des stop-loss. Le scénario qui se met en place n'est pas forcément celui toujours auquel on aurait pensé. Donc voilà pour l'analyse pour moi sur des petites time frames. On va aller voir le 15 minutes quand même. Vous voyez qu'en 15 minutes, on est plus ou moins sur une structure baissière. Confirmation à la perte ici des 27,7 donc la 1 heure est repassée très légèrement haussière, mais elle n'arrive pas à changer de caractère. Elle aurait changé de caractère si on avait cassé le plus haut qui était ici, vous le voyez, et en l'occurrence là c'est pas ce qu'on a fait. Pour le moment on se retourne. Est-ce que juste elle est en train de prendre du jus pour nous donner une vague suivante vers le haut? Tout cela est tout à fait possible. Je trouve en tout cas que cette droite bleue qu'on a tracée depuis désormais facilement 2 mois, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien au sens où ça n'est pas une résistance, mais plutôt la ligne de tendance de ce mouvement. Et là, vous voyez que, en l'occurrence, on essaye de préserver le mouvement, on essaye de garder le momentum haussier sur ce mouvement-là. Encore une fois, Bitcoin est plutôt sur une narration. Il est coincé entre deux narrations. Une narration négative qui va être une narration de régulation qui en ce moment, vous le savez, on a hier, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas fait de vidéo hier, mais hier on a eu une Wells Notice sur Coinbase, c'est-à-dire que vraisemblablement la SEC va attaquer Coinbase en justice. Une Wells Notice, ça veut dire attention, préparez-vous, il va y avoir probablement un procès. Et Coinbase qui est plutôt l'acteur institutionnel le plus privilégié du secteur, donc là on s'attaque vraiment, on s'attaque déjà à une boîte qui est américaine, on s'attaque à une boîte qui est cotée en bourse, on s'attaque à aussi potentiellement, parce que Coinbase est plus ou moins des grands copains de BlackRock, donc on s'attaque quand même à tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, clean dans la crypto. Donc on va voir ici si ça va au bout, mais à mon avis ça va aller au bout cette histoire, et on est vraiment ici, comprenez-le bien, sur un endroit où d'une certaine manière donc la narration est coincée, voilà, c'est ça dont je voulais parler. La narration est plus ou moins coincée entre quelque chose de contraignant, la régulation, et quelque chose qui est plutôt bon pour la crypto, à savoir un retournement, un potentiel pivot de la Fed qui devrait normalement, sur fond de crise bancaire, normalement donner à Bitcoin potentiellement ses lettres de noblesse, c'est-à-dire celle d'un actif rare dont la rareté numérique est programmée, mais qui est bien plus intéressant que l'or en termes de portabilité, mais également de croissance, de market cap. Vous comprenez ici que on a une market cap dont la croissance est tout à fait possible. On a un numerus clausus sur Bitcoin qui est de 21 millions, alors que l'or, quand il est extrêmement coté, vous allez avoir des gens qui vont aller en miner plus. Là, en l'occurrence, sur Bitcoin, on a la courbe de croissance, on sait très exactement, et c'est pour ça que je parle de rareté programmée, très exactement combien de BTC vont être minés dans les prochaines années, etc. L'ajustement se faisant plutôt par la difficulté de minage, tout simplement. On va faire Ethereum également. J'ai déjà pas mal dérivé, j'ai déjà parlé de pas mal de choses différentes, mais bon voilà. Alors Ethereum, j'ai pas nettoyé la charte, désolé, parce qu'il y a des niveaux maintenant qui nous intéressent plus forcément. Ethereum, quand on regarde la différence de structure par rapport à Bitcoin, pour le coup, lui, il a fait son CHOH, donc il a fait son changement de structure. Vous le voyez ici, la 4 heures redevient haussière au moment où on repasse ici ce plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Parfois, Ethereum est en avance sur Bitcoin, étant lui-même plus risqué, ça peut arriver. Mais par contre, ici, on pourrait aussi avoir une forme de diamant qui se crée, donc un top en diamant.
On voit aussi qu'il réintègre peut-être, il y a une forme de support là, qui en fait d'ailleurs pour Ethereum correspond finalement à la ligne de tendance. Donc là, on pourrait dire que Ethereum est plutôt en retard par rapport à Bitcoin. Bon, là, je vous l'ai remise parce qu'en fait, nécessairement, théoriquement, on aurait dû la mettre à peu près par ici. Mais on voit ici que peut-être que Ethereum est en train de casser une ligne de distribution dont il avait montré par le passé que elle était en train de distribuer. Concernant Ethereum, ici, vous voyez, on a cet élargissement de sommet qui pour l'instant, lui, ne veut pas casser. Donc je pense aussi que Ethereum nous donnera peut-être un signal quand il arrivera à casser cette résistance oblique là au-dessus de lui, parce que peut-être que là, à ce moment-là, on aura c'est une figure chartiste ici, l'élargissement symétrique de sommet qui est plutôt bullish. Pour le moment, ça repousse 4 fois de suite là, facilement. Donc on lui donnerait bien des chances de correction également. Est-ce qu'on a ici sur Ethereum une figure également d'épaule tête-épaule inversée? La réponse est oui. Vous la voyez, elle est là. Pour le moment, pardon. Hop. Pour le moment, oui, on peut dire qu'elle a cassé. On peut dire qu'elle a cassé ici, si on la prend comme ça. Bon, déjà, elle avait eu du mal à péter ici, mais on peut estimer que dans la zone, là, si on cherche une ligne de coup... Alors là, en l'occurrence, la ligne de coup, elle est peut-être un tout petit peu penchée sur cette histoire-là. On trace toujours la ligne de coup d'une épaule tête-épaule d'une aisselle à l'autre. Donc, globalement, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc, d'une aisselle à l'autre, comme ceci, voilà. Pourquoi pas, vous voyez que là on est pile sur la ligne de coup, hein, donc pour le coup lui il n'a pas comme Bitcoin vraiment dépassé. En fait quand Bitcoin a tapé ses 25-200, il aurait fallu taper les 2000 sur Ether pour faire à peu près le même mouvement, on va dire, et même en l'occurrence, je pense que sur Ether, le mouvement, il était même au 2160. Je pense que Ether ira, sincèrement, mais la difficulté ici, je pense, tient pour beaucoup à la mise à jour Shanghai qui plombe un petit peu le prix sur Ethereum en ce moment. Donc on va voir également ça. C'est assez fréquent si on est sur l'idée d'un élargissement symétrique de sommet, c'est assez fréquent d'avoir une rotation partielle. C'est-à-dire que ici, cette idée d'élargissement symétrique de sommet pourrait tout à fait trouver vers les 1680 son point de rotation, ou alors ici à l'attaque des 1571. Voilà, vite fait un tour sur la dominance. Dominance Ethereum, ça n'a pas forcément beaucoup bougé. On va regarder peut-être ici la Ether contre Bitcoin, où on voit qu'on perd un support potentiel. On perd un support potentiel ici. Vous le voyez, ça n'a pas nécessairement réagi ici comme support. On arrive en zone de rechargement du mouvement, zone de rechargement qui serait potentiellement, alors je ne sais pas si j'ai tracé une 2 d'Elliott ou si j'ai tracé une zone de rechargement institutionnel. Visiblement, on est plutôt sur une 2 d'Elliott ici. Donc on serait dans un endroit où peut-être que Ethereum BTC pourrait trouver rebond, si jamais il est vraiment ici en train de nous donner le jus pour passer les 0,08. Qui est une résistance massive, vous le voyez ici, hein, on se fait à chaque fois démonter par cette résistance, Ether ne veut pas passer, et également on se fait rejeter systématiquement par les 20% de dominance sur Ether. C'est relativement flagrant qu'on n'arrive pas à passer ici ces 20%, et qu'à chaque fois ça rejette. La stablecoin dominance maintenant. Alors, stablecoin dominance, vous voyez qu'on glisse le long de... On fait du ski là sur cette ancienne résistance daily. Ancienne plutôt ligne de distribution, ligne de tendance de distribution. Vous voyez qu'on est en train ici de faire du ski dessus. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a mis en... on a actionné, on va dire désormais, on peut le prendre comme ça, je pense, ce double top, ce qui pourrait nous emmener une stablecoin dominance autour des 8%. Et on a bien entendu ce canal d'adoption des stablecoins, grand canal qui dure depuis très longtemps. On le verra peut-être mieux si je vous montre ici. Qui dure depuis 2018. Là, on voit pas toute la charte, mais ça va peut-être s'afficher. 2022. Bon, ok. Ça serait bien que ça s'affiche. Bon, c'est pas grave. Eh bien, on a un canal ici d'adoption des stablecoins qui, malheureusement, eh bien, on va regarder peut-être
Voilà, c'était ma time frame qui n'était pas bonne. Depuis 2018, on est dans ce canal d'adoption des stablecoins. Revenir faire un tour vers les 8%, 7-8% de dominance aurait du sens sur ce que j'appellerais pour le moment une sorte de bear market rally. Voilà, hein. Pour le moment, on va juste dire qu'on est dans un bear market rally. Moi, personnellement, je pense que ce mouvement va se terminer vers les 40 000, mais pour le moment, on ne sait pas, bien évidemment, ce qui va se passer sur le reste du marché. Donc, restons extrêmement prudents. Restons ici dans l'idée. C'est ce que je vais vous montrer sur BTC et on est en weekly, c'est très bien, on est en 3 jours. Pour le moment, la tendance globale reste baissière. On a ici un changement de caractère sur les 25, effectivement, c'est-à-dire que, là on est sur du 3 jours, mais il y a quelque chose qui change. On reprend ici une dynamique qui est différente, donc ça c'est une très bonne chose, on pourrait même le voir en weekly. Maintenant il va falloir réinstaller un creux en dessous, un creux weekly, qui soit un creux majeur, qu'il faudra défendre. Là pour le moment on en a un au 21,5 en weekly, vous voyez qu'il a été défendu 2 fois. Ici, même quand on est allé sous les 20 000, on n'a pas perdu ce niveau. Ici, là j'ai noté un daily, mais c'est un niveau weekly, celui-ci. Hop. Voilà. Et en l'occurrence, on a ce niveau weekly là qui pour l'instant est donc ce creux majeur au 21,5 en weekly. Vous voyez qu'on a fait une énorme mèche ici et qu'on est quand même allé toucher les 19,5. Les mèches sont possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de clôture en dessous et surtout pas une bougie entière, bien évidemment, en dessous. Faute de quoi, on perdrait le niveau dans son ensemble. Donc, voilà l'idée. Prochain niveau attaqué, les 32 et niveau suivant, les 48. Pour le moment, encore une fois, restons prudents et voilà. Donc là, je vous ai donné un peu de la petite time frame, de la grosse time frame, du moyen terme, ce que je pense que ça va donner. Donc on va dire qu'à court terme, je suis baissier, à moyen terme, je suis haussier, et à long terme, je demande à voir si vraiment c'est le top départ pour un mouvement plus ample, ou alors si jamais on va préserver une structure monthly, qui elle pour le coup vous le voyez est pour l'instant bien sûr baissière. On continue sur les news. Alors les news, Wall Street Journal, aujourd'hui on a eu une journée pas terrible je pense sur les banques Europe, puisque la Deutsche Bank, en fait c'est CDS, c'est-à-dire les Credit Default Swap, c'est l'assurance que vous payez pour pouvoir détenir on va dire du Deutsche Bank, sont montés en flèche. Donc apparemment il y a dû y avoir ici des mauvaises news ou des mauvaises choses qui se mettent en place. Et ici on voit également que la fenêtre de discount rate de la Fed est en train de taper plus haut. Vous le voyez ici, le Daily Average Discount Window. Eh bien, on a ici on a énormément emprunté ces derniers jours sur cette fameuse fenêtre d'avance en fait ou de discount rate de la Fed. Je crois qu'on est à 400 milliards désormais. Je sais plus. On va regarder après. On va trouver ce chiffre. Je l'ai vu passer dans les news. Do Kwon arrêté. Toujours dans cette narration, régulation, etc. Donc on va voir si effectivement du côté de Do Kwon il y a eu des malversations ou pas. Voilà, moi je n'ai pas vraiment d'avis là sur le sujet. Là on reparle encore de, entre guillemets, une mauvaise journée pour Deutsche Bank. Binance qui a eu un petit problème de logiciel qui l'ont obligé à arrêter les marchés pendant 2 heures. Je pense que d'ailleurs, si... et non, on le voit pas là. Peut-être ici... Non, après ils ont recoté normalement. Mais bon voilà, il y a eu un petit souci apparemment aujourd'hui pendant quelques heures sur Binance. Ici, une grosse fraude apparemment, 20 milliards au Venezuela avec de la crypto dedans. Donc ça je pense que c'est pareil dans la narration régulation. On va s'en donner à cœur joie. Ici... je vais lire cet article, je mets en pause et je vous dis ce que j'en pense. Donc j'en ai parlé dans un tweet un peu hier de comment va se mettre en place finalement les monnaies de banque centrale, principalement probablement américaine et européenne. Alors américaine, on sait pas trop, il y a le projet FedNow qui va sortir en juillet, qui n'est pas réellement une CBDC, c'est plutôt de la monnaie interbancaire, mais ouverte également le week-end et 24 heures sur 24 en fait. Donc c'est pas encore vraiment un projet
de monnaie numérique de banque centrale, mais ici une des questions qui se pose, et j'en ai parlé donc dans un tweet hier, donc n'hésitez pas à aller voir, le tweet est assez développé, c'est est-ce que si vous voulez, il y a deux niveaux de monnaie, il y a le niveau tout simplement monnaie bancaire, donc interbancaire. Et là, chaque banque a un compte à la Fed, et du coup, en fait, elles se font des crédits entre elles, etc., à la Fed, et puis du coup, le soir, on fait les comptes et on vérifie tout simplement qui a eu plus de retraits que de dépôts. Et puis, dans le même sens, vous avez ensuite les banques, la monnaie commerciale, c'est-à-dire les banques qui nous donnent à nous de la monnaie, et donc vous n'avez pas accès, bien sûr, à la monnaie de banque centrale. Les particuliers n'ont pas accès à ça. La question qui se pose, c'est par rapport aux banques centrales, est-ce qu'il y aura un accès direct, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une partie compte particulier directement à la banque centrale, ou alors est-ce qu'on devra passer par les banques commerciales pour avoir accès aux CBDCs? Je pense que, en l'occurrence, le chemin qui va être pris, c'est plutôt le chemin de passer par les banques commerciales. Et ça, on en avait pas mal parlé sur la chaîne, mais d'une certaine manière, les banques sont designées pour vendre du crédit. Et comment vous créez de l'argent? Eh bien, tout simplement, vous créez une ligne de crédit. C'est-à-dire que quand je demande un crédit à la banque, je fais de la création monétaire d'une certaine manière. Donc et c'est leur modèle économique que de vendre du crédit, puisque, c'est quelque chose de relativement rentable pour elles. Donc, créer de la dette correspond finalement au design, on va dire, économique du business model d'une banque. Et avoir pour les particuliers un compte directement à la banque centrale aurait pu avoir cela d'intéressant, que déjà ça aurait évité cette mécanique de création de crédit à outrance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que d'une certaine manière, les banques auraient pu distribuer directement leur monnaie numérique de banque centrale. Quand on est, on va dire, dans un moment où il faut relancer la demande, ça aurait pu être de la création monétaire qui va directement en fait dans la poche de tout le monde. Un des problèmes, c'est que tout le monde n'a pas de la même manière accès au crédit. Il y a quelque chose qui s'appelle l'effet Cantillon, qui fait que c'est des proches qui disaient une banque est un organisme qui vérifie que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous en prêter. Donc le concept aussi, c'est de dire bon, il faut qu'on ait quelqu'un de solvable en face, donc on va lui demander de collatéraliser la même somme et puis on va lui prêter ce qu'il a déjà, comme ça il va pouvoir profiter par exemple d'une période on va dire de récession, puisqu'en général c'est dans ces moments-là que les taux sont bas, donc les crédits sont plus faciles à donner, etc. Les lignes de crédit sont beaucoup plus simples. Et en l'occurrence, finalement, on a des gens qui ont déjà de l'argent, qui profitent des récessions, alors que les gens qui vivent de chèque en chèque ne profitent pas de cette création monétaire, en tout cas pas dans l'immédiat. Ils en profitent d'une certaine manière par l'augmentation, on va dire, de la consommation, etc., ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose dont ils bénéficient directement. Donc on se prive d'un outil qui aurait pu être relance par la création monétaire directement dans la poche de tout le monde, ou en tout cas on rend cet outil, on va dire, fiable à un système qui existe déjà. On le rend en accointance, on le rend dans toujours la même manière, tout simplement de garder la même structure, c'est-à-dire un état de caste. Un état de caste où finalement on est en train de quelque part détruire les classes moyennes. C'était ça l'objet de mon tweet d'hier, qui était de dire on est en train de casser une forme d'écosystème. Un plancton n'a plus envie de devenir une baleine puisqu'il n'y a pas d'égalité des chances, et finalement on a des baleines d'un côté qui nagent dans un grand océan d'argent, et puis on a de l'autre côté des planctons qui nagent dans une petite mare, mais finalement on a séparé les deux, et les classes moyennes qui permettaient en fait de faire une échelle sociale ne sont plus réellement présentes, ou en tout cas voilà, ça devrait être ici quelque part quelque chose qu'on met en avant, et puis bien évidemment l'aide à ceux qui ont envie, besoin d'entreprendre, et encore une fois cette idée de banque qui ne prête qu'à ceux qui ont besoin me tient plutôt à cœur sur ce sujet en particulier. On va pas parler politique non plus, c'est pas la peine, c'est pas l'idée de ce channel, mais bon voilà. Ici, la banque Deutsche Bank, encore une fois, bon voilà, on a déjà plus ou moins traité ce sujet-là. Et puis, sur la semaine économique qui nous attend, donc la semaine prochaine,
Qu'est-ce qu'on aura? Alors, j'ai pas trop regardé, donc du coup, on va regarder ça ensemble. On aura les inventaires grossistes, inventaire des retail, la balance commerciale des US. Donc ça peut être des trucs intéressants par rapport à justement des narrations de récession ou en tout cas également des narrations sur la force du dollar. On aura la deuxième révision du PIB. Donc vous voyez qu'il avait été donné à 2,7. On va voir si les chiffres étaient bons ou pas. Et puis on aura surtout vendredi le PCE, donc le Personal Consumption Expenditure, qui on va dire est un indice extrêmement intéressant pour la Fed, puisque on va dire, dedans, les dépenses d'hébergement sont moins importantes que dans le CPI, et la Fed, justement, c'est ça qui l'intéresse, en tout cas à ce stade, et Powell l'a encore beaucoup dit dans son dernier discours, le fait que pour l'instant, tout ce qui est biens et services, etc., et toutes ces choses-là, ne corrigent pas en termes de prix. Ici, on va passer sur cet article, j'étais en train de le lire, mais rien d'extrêmement intéressant dedans. Et ici, voilà, vous voyez sur Deutsche Bank les contrats d'assurance, les crédits default swap qui sont en train d'augmenter énormément. Donc du coup, la Deutsche Bank est effectivement une banque systémique, c'est-à-dire qu'elle peut cracher une partie du système à elle seule. Donc on va voir ici ce que ça donne de ce côté-là. On va aller traiter désormais la liquidité. Avant ça, je vous envoie la petite page de pub sur, bien entendu, les affiliations. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, j'arrive sur un peu plus sur le sujet de Coinbase puisque j'ai pas pu le traiter dans la vidéo d'hier. Comme vous le voyez, Coinbase a reçu une Wells Notice de la SEC par rapport à tous ces assets de listing et de stacking. Alors, ici, ce que nous dit Brian Armstrong, donc c'est le CEO, donc le PDG de Coinbase, il nous dit, il y a 2 ans, on est rentré en bourse, on a eu du coup énormément d'échanges avec la SEC, etc. pour devenir public. On a fait tout ce qu'il fallait, toutes les entre guillemets due diligence pour rentrer en bourse. Et puis là aujourd'hui, on nous dit que en fait, c'était pas bon, c'était pas bien. Donc on a posé des questions à ce moment-là, énormément de questions, et finalement on nous a dit, non, mais c'est bon, on vous répondra quelque part plus tard. Et puis finalement aujourd'hui on se retrouve à être mis un peu au pilori par la SEC.
Donc l'idée ici, c'est on est content de travailler avec les gouvernements et tout le monde pour réguler l'industrie, mais si jamais, en gros, et c'est ce que nous dit Brian Armstrong, il faut aller au procès, c'est-à-dire vous comprenez combien a duré et combien dure le procès XRP contre la SEC, par exemple, ce genre de choses, etc. Encore une fois, la SEC n'est pas capable ici de dire ce qui est une security ou ce qui ne l'est pas. La SEC peut juste dire je pense que ça c'est une security, regarde le juge s'il te plaît, fais la lumière là-dessus, parce que à mon avis c'en est une. Et donc ce sera au juge de décider. Donc on comprend encore une fois, encore plus, l'importance du procès XRP contre la SEC. J'ai parlé de XRP également il n'y a pas longtemps. XRP, la chart, elle est plutôt jolie, plutôt en faveur d'un rebond. Maintenant, bien évidemment, encore une fois, c'est cette grosse narration autour de la régulation qui va, je pense, drainer tout ce qui va se passer sur le prix en 2023. La nouvelle narration, c'est ça. On est plutôt sur une bonne fenêtre pour la crypto par rapport justement à cette idée du fait que les taux, la liquidité va revenir. Mais par contre, on est sur une très mauvaise fenêtre au niveau de la régulation, donc attention à vos miches parce que c'est pas forcément ici non plus la zone parfaite, voilà, on va le dire comme ça. La liquidité. Alors ici, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 125 millions de dollars, 75 millions sur Ether plus Bitcoin. Les carnets d'ordre sont toujours aussi vides, sauf à dire qu'on a des très gros achats sur la borne des 25,8 qui sont apparus. Alors, est-ce que c'est des faux ordres ou pas est-ce que c'est du spoofing ou est-ce que c'est tout simplement de vrais ordres qui seront files si jamais on y va et qui pourraient maintenir le prix dans cette zone, puisque là, vous voyez qu'il va falloir servir à peu près 1000 bitcoins, quelque chose comme ça, 600, 700, 800 bitcoins. Donc intéressant. En ce qui concerne les options, on a une grosse clôture vendredi prochain. Donc vendredi prochain, entre le PCI et la clôture des options, il devrait y avoir peut-être un petit peu de sport. Vous voyez qu'il me semble que le max pain price était à 23 000 il y a peu. Donc on a probablement ici des calls qui se sont ouverts au-dessus, puisque le max pain price est remonté désormais à 24. Donc max pain price, c'est là où on va dire ceux qui mettent les options sur le marché sont le plus gagnants, le moins d'options sont gagnantes, et donc du coup parfois le prix peut être manipulé vers cette zone. Vous voyez que c'est une option trimestrielle, bien plus importante que toutes les autres, et la prochaine grosse option trimestrielle, ça sera le 30 janvier, mais pour le moment on n'y est pas, je vois pas l'intérêt d'aller l'analyser, alors qu'elle est dans relativement longtemps. On fera peut-être des points là-dessus réguliers, mais à ce stade on n'est pas dedans. Ici vous voyez que le prix a monté, le funding a monté, donc jusque là tout est normal. Ici on a du short qui est rentré, puisqu'on avait une latéralisation du prix et descente du funding, donc ça veut dire que la plupart du marché est rentré en short sur ce mouvement-là, et ici on a repris une forme de normalité quand on a nettoyé ces shorts. Ensuite le prix est descendu avec le funding. Ici on avait trop de longues probablement qui étaient rentrées, surtout sur la fin. Vous le voyez ici, on a un prix qui descend mais un funding qui monte, ce qui veut dire que cette augmentation du nombre de contrats se fait sur des longueurs. Et puis derrière, le prix vient les chercher, bien évidemment. Sur ce gros niveau ici, on a fermé pas mal de contrats. Vous le voyez, ça c'est le nombre de contrats en circulation, l'open interest. On en a fermé pas mal. Et puis, depuis, le prix a pris plus ou moins son niveau, son chemin normal, on va dire. C'est-à-dire augmentation du funding, augmentation du prix, augmentation de l'open interest. Ce que je peux remarquer là, c'est que sur la fin de structure ici, on a plutôt l'impression qu'il y a des gros shorts qui sont rentrés. On va voir si c'est le cas dans les liquidités. Aucune des deux bornes qu'on avait mis avant-hier, du coup, puisque j'ai pas fait de vidéo hier, avant-hier en avant, n'a été touchée. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a du short ici? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a du short ici? Oui, il y en a, mais il n'y a pas d'anomalie, quoi, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on est longué outre mesure ici? Pas vraiment non plus. On pourrait également ici peut-être mettre un niveau ici en pointillé et puis remettre un niveau en pointillé en haut, mais bon, ça n'a pas vraiment de sens. On n'a pas vraiment d'anomalie, en tout cas, ni sur le top, ni sur le bottom. Donc comme on n'a pas d'anomalie, on va donner les deux bornes et on va les mettre en pointillé, puisqu'on estime que c'est pas des niveaux énormes, on va dire, d'anomalie sur le marché. Sur Ether, on va faire la même chose.
Donc quand on est à la normalité, quand il n'y a pas d'anomalie, on va prendre les 2 bornes du range tout simplement. Alors vous voyez que sur Ether par contre il y a, comme je vous en parlais, cette cassure au niveau de la structure qui est différente de celle de Bitcoin. On revient ici rechercher le plus haut précédent. Comment on se construit normalement jusque là, vous le voyez. Ici à peu près normalement également. Ici, on avait peut-être un petit peu de longue, mais c'est pas énorme, et de toute façon, le niveau a été pris. Ici, ensuite, on a une vraie anomalie, c'est-à-dire que le niveau se maintient, les gens veulent longuer absolument alors que le prix descend, donc du coup, on vient les chercher. Là, on est pas mal shorté, vous voyez, ici, j'ai un prix qui monte, mais un funding qui descend, donc ça me dit que, du coup, on a fait le mouvement inverse, en fait, un peu dans l'autre sens. Ici, pas mal d'augmentation de contrats, vous le voyez ici, et ça se fait principalement sur du long. Donc toujours pareil, pas réellement d'anomalie puisque derrière le prix fait effectivement son taf. Là en l'occurrence, on est un peu shorté au top, mais vous voyez que c'est pareil, on est venu chercher le niveau. Ensuite, latéralisation ici, mais augmentation du funding, donc on avait plutôt du long et le prix a fait son taf également. Après, là on a un OI qui est mitigé malgré une augmentation du prix, donc théoriquement on devrait avoir un OI qui clôture du short, donc qui monte, et ça n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on a du shorter, pareil, le prix fait son taf, donc les anomalies on va dire sont réparées ici. Ensuite on touche le top, le funding reprend une forme de normalité jusqu'à ici où on est assez fortement longué, et là du coup c'est le drame et on vient chercher ici plus en bas. Donc pareil, pas vraiment ici de niveau, on va dire d'anomalie grossière à noter, donc on va faire exactement la même analyse, c'est-à-dire qu'on va mettre un point en haut et un point en bas, les deux en trétillé parce qu'on est vraiment dans de la normalité, et donc rien de spécifique ici à noter non plus sur Ethereum, les niveaux étant 1860 et 1719. On va aller voir les poches de liquidité. Alors, les poches de liquidité, ce qu'on peut voir, c'est que depuis un certain nombre de jours, on a tendance à corriger les surplus de long dès qu'ils rentrent. Vous le voyez ici, là, cette grosse correction, elle nous a bouffé beaucoup, et là, on regarde sur 5 jours, 5 jours glissants, donc elle nous a bouffé pas mal de longues. On sait qu'on a gardé des longues anciennement, des niveaux de longues à venir prendre, qui sont assez conséquents, mais là, sur les 5 derniers jours, vous voyez qu'on est plutôt shorté au niveau du prix, à raison de 7 milliards. Donc ça peut nous faire dire, la direction est incertaine. Sur les 5 derniers jours, donc les positions fraîches, c'est plutôt incertain de dire on va faire un nouveau plus bas ou on va faire un nouveau plus haut. On sait qu'il y a des positions antérieures où on avait noté 32 milliards de positions à peu près qui étaient en dessous, donc on va dire sous la zone des 26. Excusez-moi. Sous la zone des 26, il y a quelque chose à prendre. Est-ce que le prix va y aller ou pas? C'est un petit peu la question. Si on ne regarde que les leviers x100, les leviers x100, vous voyez que c'est relativement propre au sens où là en fait sur la descente on vient chercher toutes les positions pendant qu'elles s'ouvrent, et puis à l'inverse après on revient sur la montée travailler. Voilà, là les grands gagnants c'est ceux qui ont chopé pile au bon endroit, mais à ce stade on va dire que ça nettoie pas mal. Ici également les grands gagnants sont juste là, et vous voyez comme je vous le disais 7 milliards qui irait plutôt dans le sens de la montée en termes des positions fraîches. Sur Ethereum, on est à 2 milliards à peu près. On va regarder les x100 également. C'est pareil, c'est relativement propre. Vous voyez qu'on a effectivement un tout petit truc à prendre en haut et un tout petit truc à prendre en bas. On va dire que c'est relativement dans l'idée de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le prix a fait quelque chose de tellement propre sur qui venait chercher ou pas, que finalement on est presque à un équilibrium ici du côté d'Ethereum en tout cas. Sur la 12 heures sur BTC, je pense qu'on va voir les mêmes choses, donc ça n'a pas un énorme intérêt d'aller creuser là-dessus non plus. Mais globalement ici, si on a quand même une zone ici à venir prendre peut-être potentiellement sur la 12 heures autour des 28,5 qu'on n'a pas prise, donc peut-être que Bitcoin va faire ce break of structure dont on parlait tout à l'heure de la 4 heures, enfin c'est pas un break of structure, excusez-moi, c'est un changement de caractère, un CHOH, un CHOCH,
CHOCH, c'est ça. Donc on a peut-être ici une petite poche de liquidité à venir prendre au 28,5. Et sur la 7 jours... Est-ce qu'on a jauni au-dessus, hein? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, vous le voyez ici, oui. En l'occurrence, oui, c'est le cas. Effectivement, autour des 29 100, hein, à peu près, des 29 000, on commence ici à avoir une zone, on va dire, shorteuse, qu'il est intéressant de prendre. Sur la 7 jours, ce dont je vous parle... Ici, c'est toute cette zone-là qui est extrêmement intéressante aussi, jusqu'à 22 300. On va jeter un œil sur la 1 mois, puisque petit à petit... Ce mouvement, entre guillemets, et là je parle donc du coup de tout ce qu'on a ici, c'est là que je vous dis qu'il y a une bonne trentaine de milliards éventuellement à venir prendre, c'est quand on regarde là 1 mois qu'on se rend compte, est-ce que ces gens-là ont pris profit, et c'est pour ça que le prix n'y va pas, c'est une possibilité aussi, c'est-à-dire que le marché étant quand même relativement incertain, ici on sortait d'une descente aux 19 500 $, donc peut-être que ça a TP ici sur la montée, donc que ces liquidités, entre guillemets, soit n'existent plus, soit elles ont TP, bien évidemment, il y a certainement du résiduel, mais voilà, on peut peut-être se dire ici que comme le mouvement ne s'est pas fait suffisamment vite et que depuis on a eu une action de prix qui a été plutôt vers le haut, la grosse partie, une grosse partie des leviers est venue ici prendre son TP. Sur Ether, c'est relativement flagrant aussi qu'on est plutôt short sur la 12 heures, donc ça c'est intéressant. On peut peut-être se dire ici que ce sentiment que j'avais que la structure allait se retourner et être plutôt baissière, en gros la liquidité nous dit non, pas vraiment, regarde bien, on a quand même ici du monde à venir chercher pour refaire éventuellement un nouveau plus haut. Et sur la 7 jours, pour le coup, on est en train de... On force moins, je trouve, au-dessus du prix, puisque Ether a cassé cette zone jaune ici. Par contre, si Bitcoin vient prendre sa zone jaune, donc vient faire son CHOH, son CHOCH, et du coup, ça pourrait éventuellement aider Ethereum à aller jouer avec la zone des 1900. On va regarder là 1 mois aussi, puisque je l'ai faite sur Bitcoin, donc autant la faire également sur Ethereum. Et pareil, sur Ethereum, on voit cette grosse zone de valeur en dessous. Alors, est-ce qu'il va taper les 2000 et ensuite venir cueillir tout le monde? Ou alors, c'est pareil, est-ce que ces gens-là, quand ils sont rentrés à 1390 et sur toute la zone, ont déjà pris leur profit? On voit ici... Peut-être si on regarde là 1 mois, des choses qui qui sont peut-être potentiellement à venir prendre. En tout cas, on voit ici une zone de valeur relativement cohérente sur BTC, une zone intermédiaire autour des 1006, et on voit également une zone autour des 1004, et bien entendu les 1320, qui désormais commencent à devenir un petit peu une zone d'intérêt assez forte. Comment ça se construit ici et comment ça se fait? Tout simplement, si vous prenez ici, on va prendre là 1 mois, voilà. On va la prendre sur Bitcoin, comme ça on aura peut-être un peu plus de... Ça sera peut-être un peu plus intelligent. Donc sur la 1 mois, par exemple, sur Ethereum, ça fait 1 mois que vous avez des market makers ici qui ont pris les positions inverses, hein, puisqu'ils sont là pour ça, pour apporter de la liquidité. Sinon, on serait parti en flèche, il y aurait eu un slippage et on aurait augmenté beaucoup trop vite. Comprenez bien ici que du coup, chaque exchange a des market makers qui opèrent sur son exchange. Quand ils sont en manque de liquidité, les market makers viennent avec des algorithmes tout simplement prendre les positions en face de vous. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si vous aviez été longueur, vous avez pris votre position. C'est un contrat contre quelqu'un. Et donc du coup, ces market makers-là, ici, à ce stade, au moment où peut-être, on va dire, les shorts s'épuisent, vous le voyez ici, et bien à ce stade, peut-être que leurs positions sont un peu trop, basées sur du long, et donc peut-être que ici, à ce stade, ils vont avoir le désavantage de l'équilibre, on va appeler ça comme ça, et donc du coup, éventuellement... pousser le prix vers le bas, c'est-à-dire ressortir plus ou moins, déjà prendre les shorts à l'inverse en face et ressortir une partie de leur liquidité pour laisser le prix tout simplement descendre et laisser les choses se faire de manière à récupérer une partie de ces contrats-là sur lesquels ils sont potentiellement perdants. Donc là, c'est à voir. Malheureusement, j'ai pas leur numéro, mais on peut peut-être ici, à ce stade, se poser la question de est-ce que ces gens-là sont toujours en position ou est-ce qu'une bonne partie a ATP, et surtout la question de la vraie demande au spot sur BTC. On voit ici un CVD en 5 minutes. CVD, ça c'est plus ou moins la demande au spot, la demande cumulée au spot qui est plutôt en faveur d'achat au spot. Par contre, quand vous regardez la trend globale, là je me suis mis en 6 heures,
Mettons, on va se mettre en 1 heure pour essayer de voir quand même le rebond. Voilà, on a quand même ici une zone de CVD, de retournement du CVD, quand on était sur la zone, et là je suis sur Ether, mais on va le voir sur BTC. Donc sur BTC, on est en 5 minutes, là on va se mettre en 1 heure, comme on avait fait sur Ether. Vous voyez qu'on a une zone ici, quelque chose qui se casse, une traîne de distribution sur le CVD qui est peut-être potentiellement en train de se reprendre. Comprenez bien que le CVD il se reprend quand? Quand il y a trop de shorters sur le marché. Donc du coup le prix est aussi en partie manipulé par ces choses là, bien évidemment. Ici il y a quelque chose qui se passe sur les spreads aussi, alors je sais pas si c'est un bug ou pas, mais vous voyez qu'en 1 heure ici on a des spreads très fortement négatifs. Ça s'est fait quand? C'était aujourd'hui. On va regarder si c'est un bug, parce que parfois Coinalyze nous fait des petits bugs. Ouais, vous voyez, quand on regarde on va se mettre en 15 minutes. Non, ça a l'air plutôt d'un bug, hein. On avait un truc ici sur le 1 heure qui était... Ouais, non, je pense que c'est un bug. Je pense que c'est un bug. Globalement, voilà, des grandes périodes de spread positif, le prix est moins manipulable, en tout cas moi je le vois comme ça, parce qu'on a une forte demande sur le spot, et que du coup sur les perps, le prix est moins manipulable. J'aime bien moi quand les spreads sont positifs, et en ce moment, enfin pour le longuer en tout cas, et en ce moment vous voyez qu'on a eu une petite quasi-période où ils sont rejoués avec le positif, mais d'une certaine manière pour le moment ça n'est pas le cas. Donc, je pense que peut-être le bug, c'est justement quand Binance a eu ces soucis là de connexion, etc. Voilà, ce qu'il faut voir pour moi ici, là-dedans, c'est que oui, on a de la liquidité en dessous, mais peut-être qu'elle est sortie du marché. Voilà, c'est un peu le questionnement que je me pose à ce stade. Pour le moment, moi, je suis pas en position. J'aurais pris vraiment ce short si jamais je l'avais vu dans la time frame. Dans la time frame qui est celle-ci, celui-là, voilà, le retest ici de cette mèche là, c'était peut-être quelque chose d'intéressant sur... et vous voyez que là, ce qui a été attaqué, en fait, c'est plus ou moins quelque chose qui est dans ce top-là. Si on le trouve en 5 minutes, il est ici, très exactement. Est-ce qu'on est passé dedans? Oui. Et vous voyez qu'il n'y a aucune bougie en 5 minutes qui vient clôturer au-dessus. Donc, il y aurait eu certainement voilà, quelque chose à prendre dans cette zone-là. Si vous voulez encore plus aller dans le sujet, vous mettez le 1 minute. Le 1 minute, ici, on a clôturé au-dessus. Donc oui, c'est quelque chose qui s'est fait par là. Voilà, en l'occurrence, c'est plutôt un niveau 5 minutes. Donc le niveau précédent qu'on avait mis sur, vous le voyez, la clôture ici. Donc c'est un niveau qui a été attaqué ici. Ici, et donc on n'a pas réussi, vous le voyez là ici, à venir réellement attaquer le pic précédent, et pour le moment ça rejette. Est-ce qu'on est en train de prendre du jus pour repartir et revenir péter ce pic? Globalement, d'une certaine manière, vous devez voir les choses comme ça. On a ici ce signal là qui doit être un signal 1 heure ou quelque chose comme ça, que la traîne la 1 heure n'a pas voulu réellement clôturer vraiment en dessous. Vous le voyez, là on a une mèche et puis ensuite on réintègre. Et à l'inverse, on a ce niveau qui est un peu plus fébrile peut-être, puisque dans une time frame plus petite, et qui lui est un niveau 5 minutes. Donc là, ici, vous aurez peut-être à la résolution en fait de ce range. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas vraiment un range, mais vous avez ici un point qui rejette une première fois. Vous avez un point qui rejette une première fois également dans l'autre sens. Donc on peut se balader ici entre les deux bornes pendant un certain temps, mais le signal sera donné dans un sens ou dans l'autre, à la cassure tout simplement d'une de ces deux bornes. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, elle était un petit peu longue, mais j'ai récupéré des choses que j'ai pas faites hier, du coup, puisqu'on n'a pas fait de vidéo hier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, encore une fois. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Pensez au Discord aussi, parce que c'est vraiment un endroit où vous avez des gens qui sont extrêmement intelligents et plein de ressources qui discutent entre eux, donc n'hésitez pas. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur...
Alors, elle sera sur... est-ce que vous préférez le train ou l'avion? Tiens, voilà, ça sera une question. J'ai pris l'avion aujourd'hui, donc du coup, ça sera la question du jour. Est-ce que vous êtes plutôt fan du train ou de l'avion? Question à la con, vraiment, hein, mais voilà, j'ai rien trouvé d'autre. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Portez-vous bien, merci pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt.